Parfait, c'est parti. Et je vais passer la parole à Sophie Galland, qui va être notre animatrice pour la journée. Bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Naomi Metallic, professeure adjointe faculté de droit à l'Université Dalhousie et chère du chancelier en droit et politique autochtone. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir premièrement la présentation de Naomi Metallic, donc qui est là, suivie par une présentation des élèves de l'école virtuelle. Ensuite, nous allons avoir un échange de questions entre Naomi Metallic et les élèves d'école virtuelle, ainsi que des questions du public et des remerciements à la fin. Donc, Naomi Metallic vient de la Première Nation de Listigouche, située sur la côte de la Gaspésie au Québec. Listigouche est dans le district de Gaspé, qui fait partie du territoire traditionnel du peuple Mi'kmaq, connu comme Mi'kmaqui. Naomi parle le français, l'anglais et travaille à réclamer sa langue Mi'kmaq depuis 2018. Pendant presque une décennie, Naomi pratiqua le droit autochtone. En 2016, elle a décidé de continuer son travail avec les Premières Nations par une approche différente. Comme professeure universitaire, Naomi utilise l'enseignement comme un outil de sensibilisation aux enjeux systémiques vécus par les peuples autochtones au Canada et à l'importance de la réconciliation. En 2018, Naomi a été nommée l'une des 25 meilleures avocates du magazine Canadian Lawyer. Donc, c'est ça, Naomi Metallic. Donc, prochainement, nous... Oh. Alors oui, maintenant nous avons une présentation des élèves de l'école virtuelle. Donc, l'école virtuelle offre des cours virtuels aux élèves des 11 écoles secondaires du CSAP. Les élèves du cours de droit 12 ont planifié cette rencontre et ont identifié les sujets de discussion. Je vais maintenant passer la parole à une de mes camarades de classe, Nathan, qui va poser la première question. Merci, Sophie. Donc, première question pour Madame Naomi. Quand as-tu décidé que tu voulais devenir avocate et où est-ce que tu as étudié pour cela? Merci Nathan, j'apprécie ça et merci Sophie aussi. J'aime beaucoup vos questions, puis oui, j'apprécie ça, puis c'est un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, la question, quand et comment j'ai décidé de devenir avocate? En effet, pas jusqu'à temps que ma troisième année d'université, j'ai allé à Dalhousie pour faire un bac en anglais. Oui, effectivement, peut-être du monde penserait que j'aime beaucoup être avocat puis professeur, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'avais trop en pensée quand j'étais jeune comme vous autres. Quand j'ai allé au secondaire, j'aimais beaucoup ma classe d'anglais. J'avais des bons rapports dans beaucoup de mes classes, toutes mes classes, mais j'étais plutôt pas grande dans les sciences. J'aimais plutôt l'anglais, l'histoire, les arts. Alors, quand j'ai décidé d'aller à l'université, puis mes parents m'ont encouragé d'aller à l'université. Je pensais de prendre un bac dans les arts généraux, puis j'aimais beaucoup l'anglais. J'avais écrit des histoires de fiction, puis même un a été publié. Alors, je pensais soit d'aller pour être écrivain ou soit journaliste. Ça m'a vraiment jamais trop rendu dans la tête que je voulais être avocate. Mais c'est ça, je vais à l'école, je prends l'anglais, je l'aime assez bien, mais j'ai commencé aussi de prendre des cours en histoire. Puis mes cours en histoire, j'ai bien aimé ça. J'ai pris l'histoire canadienne. Puis à mon temps, c'était pas comme maintenant, comme vous, allez à l'école, vous avez des cours qui enseignent, je pense, dans l'histoire des Acadiens, l'histoire des Mi'kmaq dans la région. Nous, le focus, c'était plutôt l'histoire ancienne des Grecs, puis plutôt des autres, des pays européens. Puis j'avais mon papa était un historien Mi'kmaq, puis il m'avait enseigné un petit peu, mais
en vérité, je ne savais pas trop de l'histoire canadienne par rapport à leur relation avec les peuples autochtones, puis l'histoire d'assimilation, puis tout ça. J'en savais un petit peu, mais pas trop. Peut-être c'était parce que j'étais jeune, je n'avais pas un grand intérêt. Mais c'était quand j'ai commencé à prendre des cours en histoire, j'avais lu un livre sur les pensionnats qui m'a vraiment touchée. Puis j'avais lu un autre livre, puis écrit un petit essai là-dessus. Ça s'appelle The Unjust Society. Puis c'est par un homme autochtone qui était président d'un groupe des Autochtones qui ont comme pris des positions en les années 79, 70 pour avancer les causes autochtones, puis défendre des politiques assimilatrices du gouvernement. Puis j'avais lu ça, puis ça m'a vraiment comme donné un grand intérêt. Ça m'a mis comme un feu en dessous de moi, comme « je serais intéressée dans des choses politiques, puis le rôle que la loi sur les Indiens, qui était encore une loi canadienne qui est en vigueur. » Alors, j'avais cet intérêt, puis j'avais aussi pris des cours en philosophie, plutôt en la philosophie morale, puis ethics, puis j'avais vraiment un grand intérêt dans ça. Puis c'est là que j'ai commencé à penser que la loi, ça serait intéressant parce que la loi, ça s'amène dans toutes sortes de choses, les politiques, la vie, dans tout aspect du vie. Puis il y avait une madame qui était une instructrice à l'école de droit, une professeure, Mi'kmaq, puis elle m'avait encouragée parce que j'allais à il y avait un petit maison conseillée pour des étudiants autochtones. Puis j'allais là, puis elle m'avait mis l'idée en tête. Puis j'avais jamais pensé de ça avant. Puis elle m'a dit ça une couple de fois, puis éventuellement, ça a comme pris. Puis j'ai dit, peut-être ça serait une bonne idée. Parce que j'avais comme jamais pensé, comme quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, il y a du monde qui pense parce que si tu aimes argumenter avec le monde, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire l'argumentation avec tout le monde. J'aime la paix, j'aime les bonnes relations, j'aime ça tout calme avec tout le monde. Alors, je pensais qu'un avocat, il est quelqu'un qui veut toujours se battre avec du monde, mais en tout cas, j'avais commencé de changer mon idée. Puis, j'ai allé à l'école de droit, puis j'ai appliqué pour Dalhousie. Puis, en effet, c'était la seule université, école de droit que j'avais mis mon application. Probablement plus vieille maintenant, j'aurais mis mon application à plusieurs universités, mais j'ai seulement choisi une, mais je voulais vraiment aller là parce que, d'un bord, je travaillais déjà ici, je travaillais à l'université dans leur bureau de droit des personnes, puis j'avais un intérêt de rester ici. Mais j'ai bien aimé Dalhousie parce qu'il y a un programme là qui est particulièrement pour les étudiants noirs africains de Nouvelle-Écosse ou Mi'kmaq. Puis j'étais intéressée qu'il y avait un programme pour cette raison, pour rectifier des injustices du passé, pour avoir des places particulières pour des étudiants autochtones. Alors, j'étais acceptée, puis j'ai inscrit, puis après ça, c'est l'histoire. J'ai vraiment aimé mon temps à l'école de droit. Alors, c'est ça mon histoire. Donc, c'est Dane maintenant. Dane, est-ce que Dane est avec nous cet après-midi? Dane est absent aujourd'hui. OK, mais je peux lire sa question. Est-ce que tu aimes travailler comme professeur à l'Université Dalhousie? Oui, je vais donc rencontrer l'histoire de pourquoi j'ai décidé de changer parce qu'après l'école de droit, j'ai travaillé pour 10 ans dans un cabinet privé de droit. Puis j'ai bien aimé ça. J'aime beaucoup être avocat. J'ai pu travailler sur différentes causes avec différents avocats. Au bout du temps, j'ai comme spécialisé à travailler avec des communautés autochtones.
Puis j'ai commencé à aller en cours sur certains dossiers, des fois contre des gouvernements, le gouvernement fédéral, d'autres causes par rapport à des provinces aussi. Puis j'ai bien aimé ça, mais j'avais une cause en particulier qui m'a démontré qu'il y avait des lacunes dans la loi, dans l'écriture par rapport à la loi quand ça vient au peuple autochtone. Non, il y a déjà beaucoup d'écriture, puis c'est plutôt les professeurs qui écrivent des articles, qui regardent la loi, qui démontrent que peut-être il y a des lacunes, comment les juges devraient se siéger sur certaines questions qui n'ont pas été décidées par des cours encore, puis des choses comme ça. Puis alors, il y a beaucoup d'écriture dans certains aspects du loi par rapport au peuple autochtone. Il y a beaucoup d'écriture sur les traités, les droits ancestraux, mais j'avais une cause qui était par rapport à une décision par le gouvernement du Canada en 2012 qui voulait couper les taux d'assistance sociale ou le bien-être. Puis ça, c'est de l'argent qu'on donne à du monde qui sont très, très pauvres, qui ne peuvent pas, pour une variété de raisons, il n'y a pas d'emploi, ils ont soit peut-être des problèmes ça fait que c'est difficile d'avoir de l'emploi. Mais ça leur aide à vivre. C'est d'argent quotidien qui leur aide à survivre. Puis, il n'y a pas juste du monde autochtone qui sont sur le bien-être. Il y a toutes sortes de monde qui sont sur le bien-être au Canada. Puis, on voit comme un pays qu'on a une responsabilité, une obligation pour aider le monde qui, des fois, ont des problèmes financiers qui ne peuvent pas peut-être travailler. Alors, le gouvernement canadien avait pris une décision problématique d'après moi puis mes clients autochtones en 2012 de couper les frais sur les réserves autochtones dans la région. Puis les chefs des Autochtones dans la région, ils pensaient, oh mon Dieu, ça va avoir un grand impact dévastatrice sur les peuples parce que les taux sont déjà très bas, plus bas qu'aux gens dans les provinces, parce que la province paie pour le monde, les citoyens dans la province, mais le gouvernement du Canada paie pour le monde sur les réserves, les Premières Nations. Puis, au bord de cette cause, j'ai appris que le système sur la réserve, c'est pas le même comme dans la province, puis en plus de ça, c'est discriminatoire. C'est moins, le gouvernement paie moins, puis il sait qu'il paie moins, mais il fait rien pour le changer, puis il sait que ça fait du mal à du monde, mais il continue à faire ça. Puis j'ai appris beaucoup que c'est pas juste les systèmes comme ça sur le bien-être qui sont semblables. Le système sur la protection des enfants aux réserves, les maisons, il y a toutes sortes de mêmes problèmes. Mais il y avait presque pas d'écriture là-dessus. Puis, je me suis dit, ben, coudonc, c'est un grand problème. C'est un des plus grands problèmes. D'après moi, c'est un problème de discrimination, puis une violation de droits de la personne. Mais j'ai dit, mais il n'y a personne qui écrit sur ça. Puis, il faudrait que quelqu'un fasse ça d'une manière plus grande. Comme pour être avocat, tu peux aller puis battre une issue, une cause, mais c'est une cause à la fois. Puis ça peut faire de grands changements dans notre vie, dans la loi, mais au même bout, quand c'est juste une petite cause, c'est difficile de faire des plus grands changements. Alors, je voulais devenir professeur en droit parce que ça me donne la chance de parler à plus de monde, d'écrire, puisque d'autres juges, d'autres avocats lisent qu'est-ce que j'écris, puis ça leur aide à changer, puis leur éduquer d'une manière qu'on ne peut pas faire ça d'une même façon être avocat. Je suis encore avocat, puis je vais encore en cours. En fait, je vais être avant la Cour suprême quelque temps cette année qui s'en vient sur une cause très importante. Mais j'aime être professeur parce que ça me donne la chance de vraiment d'étendre mon message.
tu sais, pour vraiment éduquer le monde, soit dans mon écriture, mais aussi beaucoup avec mes étudiants. Ça, j'aime beaucoup ça aussi. J'aime être professeur puis enseigner, mais quand j'ai allé à mon école de droit, j'ai introduit beaucoup plus de cours sur le droit des Autochtones, sur le droit canadien par rapport aux Autochtones aussi. Puis maintenant, on a plein d'étudiants qui prennent des cours, qui sont plus au courant des problèmes puis des issues. Puis il y en a plusieurs qui vont aller travailler dans ce domaine. Alors ça, j'aime ça beaucoup parce que c'est comme une plante, un petit, c'est quoi le mot pour seed, mais tu mets l'information dans quelqu'un, puis l'information continue de s'étendre plus loin. Alors, c'est pourquoi j'aime être professeur, parce que j'aime beaucoup être avocat aussi, mais c'est une autre manière d'être, de battre une cause, tu sais, de vraiment d'étendre le message d'une manière que je trouve très efficace. Alors, ça, c'est ma réponse. Un peu long, mais tu voulais savoir, alors je t'ai donné les détails. Donc, ma question, c'est quels sont les changements que tu aimerais voir dans le domaine du droit autochtone? Donc, tu as déjà abordé un peu, mais si tu veux élaborer encore plus. Oui, certainement. Merci, Sophie. C'est ça, exactement. J'ai une des grandes choses, comme j'ai dit, c'est la manière que les services sociaux, comme les maisons, comme le bien-être, la protection des enfants, l'éducation, en effet, il y a toutes sortes de services sur les réserves où est-ce que le gouvernement canadien sait et continue de sous-financer ces services avec des impacts très dévastatrices sur les peuples. D'une manière que c'est pas juste, tu sais, beaucoup des fois, le monde pense que les problèmes des Autochtones par rapport, tu sais, des problèmes socio-économiques qu'ils expériencent, puis tout ça, que ça vient tout des pensionnats ou d'autres choses historiques. Mais qu'est-ce que j'aime vraiment aborder avec le monde quand je fais ma recherche puis je fais des présentations, c'est que des décisions courantes, des décisions maintenant du gouvernement qui continuent à avoir vraiment des impacts très qui fait du mal à les peuples autochtones. Alors ça, c'est une. Mais une autre partie de la question, c'est le sous-financement, c'est un grand, grand problème. Mais l'autre problème, c'est qu'avec notre histoire assimilatrice au Canada, on voit les gouvernements, plutôt le gouvernement canadien, mais aussi les provinces aussi, toujours prendre contrôle sur les vies des peuples autochtones. Pas leur laisser déterminer eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent, que leur choix de ce qu'ils veulent pour vivre dans une manière qui va assurer leur bien-être. En effet, le gouvernement canadien a passé la loi sur les Indiens qui contrôle dans une manière assez compréhensive la vie des peuples autochtones, mais aussi les lois provinciales appliquent aux peuples autochtones d'une manière assez compréhensive aussi. Puis, il n'y a pas, à ce moment dans notre histoire, pas grand espace pour les peuples autochtones de faire des choix, de déterminer leur propre vie. L'autodétermination et l'autogouvernance, ce sont des gros sujets que je travaille sur beaucoup. Puis même, il y a des études qui disent que des groupes autochtones qui ont plus d'autodétermination, plus d'autogouvernance, font mieux. Ils font mieux au point de vue de bien-être social, puis bien-être dans leur vie. Alors, c'est vraiment, c'est pas juste une question théorique d'avoir de plus d'autonomie. C'est vraiment aller voir, tu sais, s'adresser notre passé, mais vraiment, c'est un regard au futur aussi, de qu'est-ce que les peuples ont besoin pour assurer leur bien-être. Puis d'après moi, c'est l'autogouvernance, puis autodétermination.
mais aussi la reconnaissance puis des droits des Autochtones, que que les peuples autochtones ont la compétence eux-mêmes de faire des décisions, puis d'aller regarder de leurs pratiques ancestraux, mais pas juste ça, à regarder leurs lois et pratiques ancestraux, mais aussi le choix et le droit de choisir qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce qui marche le mieux pour eux. Ça peut être un mélange des fois, des choses qui sont plus modernes, mais aussi mélanger ça peut-être avec des pratiques et des valeurs plus ancestraux. C'est ce qui va marcher pour eux. Parce qu'il y a une chose qu'on sait vraiment pour certains avec les pensionnats puis tout ça qui est arrivé dans le passé. Quand un autre gouvernement choisit puis fait des choix pour les Autochtones, ça ne marche pas. Ça ne marche pas puis ça fait beaucoup de mal à ces peuples. Alors ça, c'est un grand focus de ce que je travaille là-dessus. La cause qui va à la Cour suprême, que j'en ai parlé, ça va être une grande cause qui va probablement déterminer le droit d'autogouvernance ici au Canada dans une manière que les cours n'ont pas allé là encore. Alors, c'est très excitant. Je pense qu'on est juste à côté ou juste au bord des grands changements dans le droit qu'on va voir bientôt. Merci, Sophie. Alors, ma question est, qu'est-ce qui vous a attiré vers le droit autochtone spécifiquement? De plus, quel était ton premier sentiment de réussite dans le domaine? OK, merci. Je pense que pour moi, c'était une sens comme quand j'avais décrit tantôt, quand j'ai pris ces cours d'histoire en université, puis lire par rapport aux pensionnats, puis la politique du gouvernement du Canada en 1999. Ça s'appelle le White Paper. Mais c'était une politique ou un propos par le gouvernement du Canada qui voulait tout éliminer en droit, tout droit, disons, et puis j'aime pas ce mot, les droits spéciaux, les traités, les droits ancestraux, la loi sur les Indiens aussi. Ils voulaient tout éliminer, tout ça, puisque les gens autochtones soient identiques, semblables, assimilés aux gens blancs, effectivement. Puis, les peuples autochtones ont vraiment poussé contre ça. Ils ont dit, on n'est pas grand, ils n'aimaient pas la loi sur les Indiens, mais qu'est-ce qui était important sur ça, c'est de reconnaître qu'il y avait une relation assez spéciale entre le gouvernement fédéral et les Autochtones, puis pas leur traiter comme n'importe autre citoyen. Puis même, je veux dire, les groupes francophones, vous reconnaîtrez ça aussi parce que vous avez eu des pressions assimilatrices de parler en anglais aussi mises sur vos populations. Alors, d'une manière, c'est assez semblable. Alors, c'est en commencer à en savoir de ces injustices sociales sur les peuples autochtones et étant autochtone aussi, mais je pense pas que tout le monde qui est autochtone, qui veut devenir avocat, a besoin d'être comme moi, comme aller travailler puis être, tu sais, de battre le gouvernement sur des causes autochtones. Pour moi, on a besoin du monde autochtone dans tous les domaines représentés, puis tout le monde n'a pas besoin de faire les mêmes choix. Même avoir quelqu'un qui fait des droits du business, qui est autochtone, va faire une bonne différence dans le monde. Puis ils n'ont pas besoin de tout être comme ça. Mais pour moi, je le savais que ça me fâchait. Je voulais voir du changement. Puis, une chose alors, c'est ça qui m'a comme attirée aux droits des Autochtones. J'avais le sens que je voulais faire ça aussi. Mais quelque chose qui, je veux juste vous dire sur ça, je vais dire une petite histoire. J'avais dit quand j'allais secondaire, j'ai pris l'anglais, des cours d'anglais, j'étais très bon dans ça. Puis mon professeur d'anglais, je suis encore amie avec elle, je vais la visiter quand je vais chez nous. Peut-être vous avez un professeur comme ça que vous avez une relation avec, mais elle était très fière de moi, mais elle ne comprenait pas pourquoi je voulais aller en droit.
elle dit, pourquoi tu es assez créative dans la manière que tu penses? Pourquoi tu veux aller en droit? Et j'ai dit, mais c'est un endroit, un domaine assez créatif. C'est là que le monde pense que le droit, c'est toutes des règles, puis c'est juste une mémorisation des règles. C'est pas ça du tout. La loi, c'est vraiment créatif. C'est parce qu'il y a des règles, mais il y a aussi des principes puis des valeurs qui influencent la loi puis l'argumentation dans la loi. Puis quand tu commences à étudier la loi, il n'y a rien qui est clair. Il n'y a rien qui est noir ou blanc. Il y a toujours de l'espace pour l'argumentation. Alors, j'ai bien aimé, puis j'ai trouvé avec mes intérêts et ma créativité, je peux vraiment avancer des arguments dans une manière assez efficace pour changer. Parce que le droit peut toujours changer. Puis c'est ça que j'aime beaucoup avec ça aussi. Alors, OK. Vous m'avez perdu, hein, pour une seconde, je pense. Juste pour un instant, c'est ça. Okay. Tout est beau maintenant. Mais je pense que j'avais fini, que c'est ça qui m'a attractée, puis je voulais dire que la loi est créative. Puis mon premier sentiment de réussite dans le domaine, j'en avais plusieurs, mais celui-là qui est le plus mémorable, c'était la cause que je t'avais décrite tantôt, que j'avais dit que le gouvernement du Canada, ils ont coupé les taux, les frais sur le bien-être social. Quand cette cause a comme rentré dans le cabinet, moi, j'étais un avocat assez jeune. J'étais dans mon 4e année. Alors, d'habitude, quand tu es avocat, tu travailles avec un avocat qui est plus senior que toi, puis c'est eux qui font les décisions. Mais cette cause, parce que c'était un domaine qui était, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup écrit là-dessus, puis il n'y avait pas beaucoup de causes qui avaient les mêmes faits. Alors, mes collègues et moi, fallait qu'on soit créatifs parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas une réponse en droit comment vraiment pour résoudre cela ou une cause qui était comme directement en point. Alors, il fallait qu'on prenne cette cause puis on soit créatif. Puis des fois, il y a des avocats qui sont plutôt, c'était pas, ils voyaient que c'était un dossier assez complexe. Puis je trouvais que mes collègues n'étaient pas assez comme moi. Comme moi, j'avais un sentiment qu'il y avait quelque chose très mal, quelque chose très mal qui se passait dans ce dossier, qui devrait être, il y avait une injustice. Puis il fallait qu'on détermine qu'est-ce que c'est, puis on apporte ça devant les cours. Mais mes collègues, ils devenaient comme, ils ne savaient pas si on allait gagner, puis il y avait beaucoup à lire parce qu'il n'y avait pas beaucoup écrit là-dessus. Ben, il y avait comme des documents gouvernementaux, comme une dizaine de volumes qu'il fallait lire pour savoir qu'est-ce qui se passait, puis c'était complexe, puis pas clair, puis tout ça. Puis ils ne voulaient pas... Ben, en tout cas, il était comme hésitant de vraiment s'embarquer dans le dossier. Puis comme j'ai dit, j'étais jeune, mais je m'ai dit, ben coudonc, il y a quelque chose, il y a une injustice ici, puis je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Puis il a dit, guys, I got this. J'ai dit, moi, je vais apprendre ça. Ça va être mon bébé. Je vais prendre ce dossier, je vais lire tous les documents, puis je vais déterminer c'est quoi l'injustice, puis je vais l'apporter avant les cours. Puis alors, c'est ce qui est arrivé. C'était ma grande cause. Puis, on était en cours plusieurs fois, mais la première fois, on est allé pour une injonction. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une injonction temporaire. Mais avant que tu sais, les procès, ça prend du temps. Un procès au commencement à la fin. Puis des fois, il y a une décision, le gouvernement voulait implémenter la décision assez vite, dans un mois. Puis on voulait arrêter ça, mais ça aurait prendre plus de temps pour arriver en cours. Alors, on a apporté cette injonction, puis c'est comme une manière d'arrêter le gouvernement d'agir pour un bout de temps jusqu'à temps qu'on arrive en cours. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est arrêter le gouvernement d'imposer ses taux. C'est un baissement dans le taux
avant qu'ils voulaient l'implémenter. Puis alors, on a apporté cette injonction, puis on ne savait pas trop si on allait gagner. Mais il y avait du monde qui ont venu en cours pour m'écouter de toute la région. Il y avait des chefs qui étaient très inquiets. Puis alors, c'est moi qui a fait les arguments. Puis, en effet, on ne pensait pas qu'on allait gagner, mais on a gagné. Puis, je me souviens quand, des fois, il t'envoie le courriel, la décision par courriel. Alors, j'ai ouvert. Puis, tu sais, des fois, les décisions peuvent être longues. Alors, les avocats, des fois, quand ils veulent savoir si on gagné ou non, ils vont jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce que c'est la décision. Alors, j'ai allé jusqu'à la fin. Puis, j'ai vu qu'on a réussi d'arrêter le gouvernement au moins pour un bout de temps. Puis, tout le monde était assez inquiet. En tout cas, j'ai fait un parcours dans mon cabinet de droit. C'était comme 3 heures d'après-midi, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je criais, puis j'ai fait des gros youpies. Puis il y avait du monde, de toutes sortes de monde, des Autochtones dans la région qui m'envoient des courriels, puis on m'a dit un grand merci. Puis ça m'a vraiment comme... Ça, il y a des moments qui sont assez spéciaux quand tu es un avocat, puis tu as gagné quelque chose comme ça, puis ça fait une différence dans la vie du monde. C'est ça, c'est un de mes mémoires le plus que j'ai réussi, puis c'est quelque chose qui est avec moi, que je dois toujours I'm always going to remember. Je vais me reconnaître ce mot. Bonjour, madame. Ma question, c'est que se passe-t-il actuellement dans le domaine des droits des Autochtones? Oui, comme j'ai dit tantôt, Maximilien, merci pour ta question. Je pense qu'on est juste sur le côté où juste commencer à avoir des grands changements au point de vue de le droit à l'autodétermination puis l'autogouvernance des peuples autochtones. En effet, il y a la déclaration la Nations unies sur le droit des peuples autochtones qui était reconnu en droit par le gouvernement fédéral. Puis, ça commence à avoir des changements, mais on voit aussi d'autres législations, puis d'autres décisions des cours qui commencent à reconnaître le droit d'autogouvernance dans une manière assez compréhensive du passé. Depuis ces vingtaines, trentaines d'années, les décisions sur les droits ancestraux des peuples autochtones, c'était plutôt par rapport à la chasse ou la pêche. Puis ce sont des choses importantes, mais il y a plus que ça aussi. Mais les cours étaient comme... Ils étaient nerveux d'aller dans ce domaine pour décider la question d'autogouvernance. Alors, ça, c'est une très grande question qui s'en vient, puis la Cour suprême va siéger là-dessus probablement soit décembre ou dans l'hiver en 2023. Alors, puis je suis un des avocats qui est dans cette cause, puis je suis très excitée. On a en effet eu un appel ce matin pour commencer à planifier notre mémoire là-dessus, puis c'est ça. Ça, c'est une grande chose qui se passe. Donc, merci beaucoup pour les réponses. Nous allons maintenant ouvrir la discussion aux questions du public. Vas-y, Daniel. Ben, je peux pas y aller. Merci beaucoup du partage. J'apprends toujours de toi. Puis, étant une personne Mi'kmaq moi-même, tu es comme une mentor pour moi. Puis, en tout cas, Wallaliet de nous autres à toi.
Puis, juste ma question autour du autogouvernance et la reconnaissance des droits, comme je sais à la Colombie-Britannique, ils ont First Nations Health Authority qui font leur propre comme la gestion de leur de santé, puis c'est comme MSI ici, mais quand tu dis les droits ancestraux sont plus que la chasse et la pêche, c'est vraiment de prendre notre autodétermination sur notre santé, sur l'éducation, puis la justice, puis ça. Je sais pas si tu peux parler à propos de ça un petit peu. Non, c'est exactement ça. Et quand tu regardes la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tu vois, c'est bien plus. Il y a des droits sur les terres, la chasse puis la pêche, mais en plus de ça, c'est la santé, l'éducation, sont tout aussi reconnus comme le bien-être social, toutes sortes de choses comme ça. C'est tout reconnu aussi comme des droits fondamentaux des peuples autochtones qui ont le droit à leur santé, ils ont le droit à leur culture, ils ont le droit à leur langue, à leur éducation. Puis, comme on commence à voir en Canada qu'il y a bien plus que juste qu'est-ce que les cours ont dit pendant ces vingtaines, trentaines d'années. Puis c'est vraiment, c'est le contrôle sur ces sujets parce que ça ne marche plus avec les gouvernements qui disent au peuple autochtone, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Alors, c'est exactement dans ces domaines, santé, éducation, bien-être social, protection des enfants et la justice. Plutôt, la justice est vraiment une grande, parce qu'on a une grande surreprésentation des peuples autochtones dans les prisons. L'imposition du code criminel sur les peuples autochtones, ça a eu un grand impact dévastatrice sur les peuples autochtones. Alors, il faut qu'on fait différemment. Puis vraiment, il y a beaucoup de monde qui commence à parler sur le contrôle sur des sujets de justice qui va rectifier, puis l'utilisation des normes, des droits propres des Autochtones pour résoudre ces grands problèmes. Mais pas juste le droit canadien. Il faut qu'on regarde l'autodétermination. Merci, Daniel. Merci beaucoup à toi, puis aussi un grand merci aux élèves pour... Oui. Très bonne question. Quel conseil donnerais-tu à un élève de secondaire qui s'intéresse à devenir avocat? Il y a toutes sortes de degrés que tu peux. Il y a du monde qui vont des sciences, du monde qui vont après l'université. Il faut que tu ailles un autre degré d'habitude. Ou en Québec, où là, tu peux faire comme un bac en droit, mais les autres provinces, quand tu veux faire le droit, il faut que tu prennes un bac en quelque chose d'habitude avant. Puis, un premier degré universitaire. Moi, j'ai fait le science, puis pas les sciences, l'anglais, puis la philosophie, puis j'ai aimé ça. Puis j'ai aimé ça parce que ça m'a donné une connaissance des choses politiques, puis publiques qui se passent. Parce que ça, en effet, le droit, là, ça implique tout. C'est dans tout domaine, les sciences, les politiques, le social, tout ça. Alors, il n'y a pas vraiment un degré qui sera mal. Il y a du monde qui vient des sciences, des biologistes, puis d'autres, mais il y en a par hasard qui fait la science politique ou soit l'anglais ou un autre degré. Ça aussi, ça peut aider parce que deux choses. En école de droit, tu lis beaucoup, puis tu écris beaucoup. Ça, tu devrais aimer ça. Des fois, j'ai des étudiants qui disent « Oh, il y a plein de choses à lire en droit. » Puis je dis « Ben, c'est comme ça. » Je veux dire, des fois, je dis être étudiant en droit qui n'aime pas lire, c'est comme être un étudiant en médecine qui n'aime pas le sang. Je veux dire, tu vas lire. Alors, des domaines où est-ce que tu lis beaucoup, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe, avoir des chances pour écrire aussi, ça peut aider.
Mais au même bout, fais-toi pas que tu peux aller dans les sciences, puis même décider, ah, vraiment, je vais faire le droit. Alors, il n'y a pas un degré précis comme bac que tu auras besoin. Mais d'être capable et aimer à lire beaucoup, ça aide. Puis de comprendre vraiment qu'est-ce que tu lis. Ça, c'est des plus gros. J'ai juste mis dans le clavardage là, deux questions d'autres élèves qui ne vont pas être ici tout de suite. Mais si tu veux garder ça, ça vient d'eux. Oui, en effet, être un avocat des fois dans ce domaine des droits des Autochtones, des droits ancestraux, c'est d'être déçu plutôt qu'être content. Mais moi, je suis quelqu'un qui, et puis même mes étudiants des fois et d'autres, ils commentent sur ça, ils disent vraiment une bonne attitude, mais c'est comme, il y avait un avocat qui est comme mentor pour moi, puis il m'a dit, je vais le dire en anglais, mais il dit, get used to banging your head against the wall. Parce qu'ils disent que, tu sais, c'est difficile. Puis des fois, les juges qui décident certaines causes, ils ne savent pas beaucoup de l'histoire des Autochtones. Puis ça, c'est un grand problème. Alors, des fois, puis il y a certains juges qui n'ont jamais appris soit dans leur école secondaire ou soit même dans les écoles de droit. Aujourd'hui, on essaie de rectifier ça. On a des cours mandatoires pour les élèves puisqu'ils savent l'histoire puis un peu du droit dans ce domaine. Mais c'est ça. Il y a encore des grands défis dans le domaine. Il y a des choses qui améliorent. Puis je dirais ça, puis je pense que l'éducation a bien aidé. Mais ouais, il y a encore beaucoup de grands défis, puis il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. Même dans la cause que j'avais déjà dit, celui qui m'a donné, j'étais très contente. J'avais on a allé en appel, à la cour d'appel, puis le juge qui a écrit la décision, on a perdu une partie de la décision, puis j'étais très, très déçue. Puis j'ai même pleuré parce que, tu sais, j'étais vraiment investie dans ce dossier. L'autre question de Maddy, quelle est ta partie préférée de ton emploi? Tu sais, Marie, j'en ai plein. J'en ai plein, puis c'est difficile de décider. J'aime beaucoup enseigner les étudiants. J'ai pas d'enfants moi-même, mais j'aime être enseignante puis mentor pour mes étudiants. Tu sais, puis je suis là pour eux quand ils m'ont besoin. Je reçois des fois des appels tard le soir, quelqu'un qui a un problème, puis j'aime être là pour mes étudiants. Ça, c'est un bon. Puis j'aime voir leur changement d'attitude par rapport au peuple autochtone, puis savoir qu'ils vont être le futur du système de droit au Canada. Ça me donne plein d'espoir pour le futur. Alors, il y a ça. J'aime écrire aussi, puis c'est fun d'être académique parce que je peux faire des commentaires, je peux faire des critiques sur le droit, puis c'est mon job. C'est mon job de critiquer les juges des fois, puis d'autres mondes, les politiciens, de ce qu'ils font. Puis en fait, je fais ça parce que je veux les tenir responsables pour ce qu'ils font. Puis j'aime faire ça aussi. En tout cas, il y a la seule chose que j'aime pas faire comme professeur, c'est de corriger les examens. C'est la seule chose que j'aime pas. Toutes les autres choses, j'aime beaucoup. Merci pour ta question. Donc, j'aimerais dire merci beaucoup à tout le monde qui a participé à cette discussion, en particulier professeur Naomi Metallic pour avoir partagé ses connaissances et son expertise avec nous aujourd'hui. C'était une expérience très enrichissante, donc grand merci. Passe une belle journée tout le monde. Merci Sophie, merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci, madame. Bye bye. Salut.